La planification de l'entraînement est mise au défi des menstruations chez les féminines. Ça n'est un secret pour personne et pourtant c'est un tabou pour tout le monde, quel que soit le niveau d'entraînement, depuis le sport loisir jusqu'au sport de haut niveau, en passant par le sport santé. Eh bien en fait, on fait comme si ça n'existait pas. D'ailleurs, on a entraîné pendant des années et on continue à le faire, les féminines, comme des hommes. Et c'est donc l'objet de cet épisode puisque je reçois Émilie Rimbert, l'auteure du livre « Entraînez-vous comme une femme, pas comme un homme ». Et on va vous présenter une méthodologie très simple pour identifier les 4 phases principales du cycle et leurs conséquences sur l'entraînement. C'est parti pour l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode consacré au cycle féminin, un sujet dont je ne serai jamais un vrai spécialiste, mais néanmoins j'essaye de m'acculturer au maximum avec mon invitée du jour qui elle est par contre très spécialiste sur le sujet. Elle vient de sortir son livre « Entraînez-vous comme une femme et pas comme un homme » et j'aime bien ce titre qu'on va garder pour l'épisode. Émilie Rimbert, c'est cool de venir. Ouais. Carrément. Je te remercie beaucoup de me recevoir. Eh ben, c'est un grand plaisir parce que c'est un grand mystère pour moi, ce sujet de l'entraînement spécifique féminin, au fond. C'est ça le fond du sujet, qui est passé un peu sous silence pendant toutes ces années. Il n'y avait pas vraiment de livre sur le sujet, il n'y avait pas de formation. J'en sors une, moi, hasard du calendrier ces jours-ci. Formation continue pour les coachs et les kinés qui aimeraient progresser un petit peu dans l'accompagnement spécifique des féminines. Et force est de constater que, alors qu'on a des infos dans la science, il y a plein de choses, eh ben, il ne se passe pas grand-chose. Alors moi, j'aime bien ton approche. J'aime bien ton approche parce que tu rythmes ça de manière très vulgarisée et un peu poétique, en comparant les rythmes liés au cycle menstruel à des saisons. Oui, complètement. Pour moi, c'est une façon d'accrocher le public, c'est une façon d'ultra vulgariser les choses. Et si on parle de coach et de coacher, c'est une façon plus facile, plus poétique de discuter et dire à son coach, bah tiens, aujourd'hui, là, je suis dans le premier jour de l'hiver de mon cycle, donc si on peut alléger, là, je suis en plein été, je suis à pleine balle, on peut y aller. Et voilà, c'est des moyens mémotechniques aussi, parce que finalement, c'est pas que mettre des termes, il y a énormément de liens qu'on peut faire entre le cycle féminin et le cycle des 4 saisons. Et je trouve qu'en plus, ça permet aux femmes de revoir la beauté des choses, de revoir la beauté d'un cycle, qu'un cycle, ça sert à quelque chose et ça nous connecte à la nature. Ouais, c'est assez parlant pour moi aussi, parce que j'aime remettre au cœur de la problématique la discussion. Et avant de démarrer sur ce qui va rythmer en réalité notre épisode, ces 4 saisons seront nos 4 parties. Alors restez bien avec nous jusqu'au bout pour avoir l'ensemble des saisons et donc de toutes les méthodes d'entraînement et des comportements de récupération et de gestion de la charge qu'on va pouvoir y associer. Au-delà de ça, moi, ce qui me marque, si tu veux, c'est ce tabou général. C'est-à-dire que non seulement, bon, on a des infos scientifiques, mais on voit bien quand on fait de la recherche que finalement, c'est très, très, très peu de recherches qui portent sur des cohortes féminines. L'immense majorité porte sur des cohortes masculines. Alors si en plus, on remonte le temps au siècle dernier, sur le XXe siècle, et même le début du 21e, là, il n'y avait que des cohortes masculines, comme ça c'était réglé. Et donc on a généralisé un certain nombre de savoir-faire et de compétences d'entraînement, de récup et de nutrition sur les féminines qu'on a appris directement des athlètes masculins. Et puis, au-delà de ça, il n'y a pas ou peu. Moi, j'ai coaché des femmes toute ma vie professionnelle. Et je constate qu'il n'y a pas de discussion, même à haut niveau, sur le sujet, quoi. On fait comme si ça n'existait pas vraiment. On s'entraîne au travers. Quand on a des choix de planification, de compète, de camps d'entraînement, de certaines qualités physiques plutôt que d'autres, le calendrier, la logique calendaire prévaut sur la logique menstruelle. On fait comme si c'était des hommes. Mais oui, ça marche pour le sport, mais si on extrapole, ça marche pour tous les sujets malheureusement scientifiques. En fait, ce qui se passe, c'est que pourquoi la majorité des études sont réalisées sur des hommes,
c'est quand on en parle même aux chercheurs encore aujourd'hui, en 2024, c'est qu'en fait, et c'est ironique ce que je dis, attention, c'est que le cycle féminin crée du bruit blanc. Ça va fausser les résultats. Parce que... Pour la recherche, c'est évidemment une épine dans le pied. Mais exactement. Parce qu'une femme, soit elle a des cycles naturels, soit elle est sous contraception hormonale, elle peut être enceinte, elle peut être en ménopause. Et ça, ça va gêner les résultats. De toute façon, 9 études sur 10, déjà, elle se fait sur 21 jours. Donc déjà, ça ne nous arrange pas. Non, exactement. Et du coup, on va partir du principe que ce qui vaut pour l'homme vaut pour la femme. On va faire comme si c'était la norme, et puis on va les mettre en plus petit. Et que ça allait fonctionner, alors qu'on se rend compte, tu vois, on parle de la santé, mais qu'une femme n'a pas les mêmes besoins en termes de vaccins, par exemple, qu'un homme. Voilà, sur tout un tas de choses, on ne fonctionne pas de la même façon. Et pour la raison majoritaire, c'est que nous avons un cycle. Et ce cycle, ces hormones font qu'on a une constitution différente, un corps différent. Et c'est ça qui devrait probablement... être le cœur du rythme d'entraînement, du rythme de planification. Et force est de constater que JO 2024 de Paris, je peux te garantir qu'il y en a peu qui ont bénéficié d'un raisonnement inversé comme on va le faire là, à partir des saisons. Et au cœur de tout, évidemment, il y a des entraîneurs femmes qui comprennent normalement un petit peu mieux, mais qui ne posent pas toujours beaucoup plus de questions que les entraîneurs hommes. Et les entraîneurs hommes qui n'osent pas en parler ou qui préfèrent pas en parler ou qui n'ont pas d'outils parfois pour en parler, je trouve que le fait d'effectivement de dédramatiser le truc et de le vulgariser au point de dire en fait il y a des saisons et en fonction des saisons on va déclencher tel ou tel type de nutrition, tel ou tel type d'entraînement et on va en parler de manière décomplexée et de manière très transparente parce qu'on est ici pour faire de la performance optimisée et plutôt que de se traîner pendant 10 jours, 15 jours une contre-performance parce qu'on est complètement déconnecté de la réalité sur le plan d'entraînement, il vaut mieux accepter cet état de fait. Alors on commence par quelle saison? Le printemps? On va commencer par le printemps. Et avant qu'on commence, j'avais envie d'introduire et de dire qu'on va vous présenter le fonctionnement hormonal des 4 saisons. On va donner des grands principes. Mais attention, ce qui prime, c'est l'expérience de la femme elle-même, la connaissance de son cycle à elle et ce qu'elle peut ressentir. Ce qu'on va voir, on va dérouler, mais on est toutes différentes. On va avoir peut-être des symptômes à des moments donnés que d'autres ne vont pas avoir. Et donc, ce qu'on va appeler la fenêtre optimale de performance, le moment du cycle où on va être le plus à même de réaliser des performances, il dépend des femmes. Il dépend de si on a un cycle naturel, si on est sous contraception hormonale. Il dépend des symptômes qu'on a dans notre cycle. Donc on va dire qu'il y a 2 couches. Il y a vraiment 2 couches à prendre en compte sur le cycle féminin. Il y a tout le déroulement hormonal et par-dessus, ce qu'on peut subir tout au long du cycle, pas seulement pendant les règles et l'hiver. On va déjà dire que les règles, c'est l'hiver. Et qui sont des symptômes. Là, j'ajouterai une couche qui ne sont pas normaux et qui cachent chaque symptôme, chaque signal du corps cache un dérèglement. Et ça, c'est important aussi qu'on en parle à un moment. C'est vrai que d'expérience, dans l'entraînement, mais dans la vie, en fait, tout tourne autour des règles. Comme si c'était vraiment que le cycle se résumait souvent à ça. Or, on voit bien qu'il y a beaucoup plus d'écueils à éviter, mais il y a aussi beaucoup plus à en tirer de manière pragmatique en tant là, c'est l'entraîneur, le préparateur physique qui parle. Non seulement, parfois on se tire une balle dans le pied et on subit certaines choses, comme tu le rappelais, mais parfois on passe à côté d'une période où la femme a des super pouvoirs. Elle est dopée. Elle est dopée aux hormones naturelles et c'est le moment justement d'envoyer les watts et on passe à côté des fois on a programmé un cycle de récupération absurde à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc de la communication et j'aime à dire que la périodisation en fonction du cycle menstruel c'est le summum de l'individualisation. C'est-à-dire qu'on va essayer d'établir des règles tous ensemble, de vous donner des guidelines.
Mais encore une fois, et merci de l'avoir rappelé avant de se lancer dans les 4 saisons, parce que en fait, il y a autant de variations de ces guidelines qu'il y a de sportives. Et donc, évidemment, il faudra ajuster en fonction des besoins des unes et des autres. Et le meilleur outil d'ajustement, c'est la discussion, c'est l'échange, c'est OK, on pense qu'on en est là. Est-ce que c'est... Oui, c'est le cas, bon, très bien. Est-ce qu'on a bien ça? Ouais, c'est vrai. Est-ce que ce contenu d'entraînement fonctionne bien? Oui, non. Enfin, c'est finalement assez simple à réguler derrière. Et d'ailleurs, il n'y a pas forcément de constance non plus dans la vie d'une femme. Parce que parfois, moi j'ai entraîné des jeunes femmes pendant 10 ans. C'est pas tout à fait les mêmes réalités une fois qu'on a été maman. C'est pas tout à fait les réalités à 20 ans qu'à 30 ans. On peut avoir plein de bouleversements, parfois exogènes et parfois émotionnels, qui peuvent venir changer aussi ces routines. Donc surtout, s'il y a un moment où il ne faut pas, je pense, créer des recettes immuables, c'est maintenant. C'est super chouette que tu le poses, parce que moi, c'est vraiment mon cheval de bataille. Tu parles de mouvements, de choses, une évolution constante dans la vie d'une femme. Oui, effectivement, le cycle hormonal, il va évoluer. C'est un cycle, et un cycle, ça passe par différentes périodes. Et au-delà du fait que tout au cours d'un cycle, ça change, mais les cycles sont déjà des cycles. Donc, il y a un grand cycle dans le petit cycle qui fait que ça évolue. Et les facteurs émotionnels, on va le voir, sont hyper importants, jouent énormément sur l'ovulation, sur la façon dont la femme va se sentir. Et du coup, ça me permet de juste rajouter quelque chose avant de commencer, c'est que c'est super chouette aujourd'hui, on voit sur les réseaux sociaux qu'on en parle de plus en plus, qu'on ne limite plus le cycle juste aux règles. Et je ne sais pas si tu as déjà vu ces vidéos où, par exemple, une femme va montrer comment elle s'entraîne au cours de son cycle. Et des fois, tu vois qu'il y a, juste avant les règles, tu vas voir que les femmes, elles n'arrivent plus à s'entraîner. En fait, au lieu de parler de la dernière phase de l'automne, on va te parler du syndrome prémenstruel. Comme si le syndrome prémenstruel, le syndrome prémenstruel, ça regroupe tous les symptômes, enfin c'est un package qu'on peut avoir avant ses règles. Donc là, c'est aussi un point de dire qu'on peut souffrir avant ses règles, comme si c'était une phase normale. Alors que c'est pas du tout normal, et que on n'est pas obligé de passer par là. Donc vraiment dans l'individualité, dans l'individualisation, mais dans la connaissance de soi, c'est par là que ça va passer. On ne va pas se cacher, on va vous donner des clés, on va vous donner des tendances, voilà. Mais ce ne sont pas des recettes absolues, il faudra les adapter. Mais on va commencer par le printemps alors. On commence par le printemps. Le printemps, attention, moi j'ai une petite musique de nature qui s'éveille. Tu vois les oiseaux qui sortent. Et quand on voit dans la nature, c'est ça qui se passe. Au moment du printemps, on est toujours émerveillé. Chaque fois que ça revient, on voit les petites fleurs qui sortent des arbres, les oiseaux. La nature s'éveille. Et dans le corps d'une femme, c'est ce qui se passe aussi. Le printemps, c'est le moment où les œstrogènes se réveillent, commencent à être sécrétés dans le corps, et vont investir le corps de la femme, non pas seulement que au niveau du système gynécologique, au niveau des ovaires, de l'utérus, de tout ce qui peut se passer au niveau du vagin, mais dans tout le corps. Les œstrogènes, tu l'as dit tout à l'heure, le dopant naturel, et vont modifier la structure cellulaire de tout notre corps, du bout des pieds jusqu'à la pointe des cheveux. Plus la saison va avancer, plus on va en avoir dans le corps, et plus ça va modifier notre façon de nous sentir, notre façon d'interagir avec les autres, notre motivation, et même notre capacité à prendre du muscle. Donc sur cette phase-là, il peut se passer énormément de choses. On peut avoir des signes, je ne sais pas si on en parle maintenant, mais des signes visibles que la femme peut observer et qui vont lui dire « Tiens, mon printemps a commencé ». Allez, je vous vole 30 secondes de votre temps pour vous parler de ma formation 100% coaching des femmes. Et oui, puisque je vous en ai parlé dans l'intro, elle est sortie, ça y est, elle est disponible. 6h30 en micro-learning, mais aussi des quiz évidemment, un support de cours hyper dense et puis surtout des outils clés en main pour le terrain.
On y parle des techniques et méthodes pour développer la puissance, la force, l'endurance spécifique des féminines, mais aussi les stratégies nutritionnelles qui vont avec, tout ça rassemblé dans des outils de terrain qui vont vous permettre de mettre en œuvre directement dans vos coachings tout ce que vous aurez appris en formation. Allez, je retourne à l'épisode. Alors, parlons-en, ouais. Quels sont les signes visibles qui vont vous permettre de vous situer et de pouvoir communiquer de manière claire sur votre potentiel d'entraînement et de récupération? Alors, il y a des signes observables et qui sont documentés, qui sont reconnus comme des signes scientifiques et qui sont étudiés pour des méthodes de contraception ou de facilitation de grossesse. C'est les sécrétions qui vont être produites par ces œstrogènes qui s'appellent la glaire cervicale. Donc, à partir du moment où les œstrogènes commencent à envahir le corps, c'est pas le bon mot, à se répandre dans le corps de la femme, la glaire cervicale va être produite et c'est quelque chose qu'on va pouvoir voir de façon visible au niveau de la vulve. Et plus les œstrogènes, donc pour entrer alors j'aime bien aussi utiliser une autre métaphore, c'est une métaphore que je partage avec les autres conseillères, les autres formatrices en symptothermie. C'est la méthode que moi j'enseigne aux femmes au niveau de leur fertilité. On va parler de yaourt. Au début, cette glaire cervicale elle va avoir une texture de yaourt. Et plus les œstrogènes vont être dans le corps, elle va être de plus en plus filante jusqu'à ressembler à du blanc d'œuf cru. Donc, plus les œstrogènes vont être là, et bien elle ressemblera à du blanc d'œuf cru qui sera visible par la femme. Donc un signe très concret, voilà, représentatif de cette période, une période du coup propice à l'entraînement, propice au développement physique et notamment, tu le disais tout à l'heure, même à la prise de masse musculaire. Tout à fait. C'est pas le seul signe visible. Il y a d'autres signes. Les œstrogènes vont modifier la texture, l'emplacement du col de l'utérus. Ils peuvent avoir... ça peut être des signes... on peut se sentir différente. Sentir que le matin, on se sent plus en forme. On va réaliser un entraînement en force, par exemple. On va dire, tiens, aujourd'hui, je soulève vachement plus. On va faire un entraînement en VMA, en course à pied. On va dire, tiens, c'est marrant, j'ai l'impression d'aller plus vite. Une sensation, c'est un peu la potion magique de Panoramix, quoi. Vraiment. Et donc, il y a pas 10 000 études, on va pas se mentir, mais il y a des études qui ont été faites. Et notamment, il y a une étude qui a été faite sur 3 groupes de femmes qui ont réalisé des exercices de squat et de saut en hauteur. Et donc, ils ont fait 3 groupes de femmes. Une femme qui s'est beaucoup entraînée pendant cette phase de printemps et qui s'est moins entraînée pendant la phase pour faire rapide, pendant la phase de l'automne. Il y a un groupe de femmes qui a fait l'inverse. Et il y a un groupe de femmes qui a fait de façon la même façon pendant tout le cycle. Et ils se sont rendus compte à la fin que les femmes qui avaient réalisé le plus d'entraînement, je crois que c'était 5 par semaine, ont pris plus facilement du muscle. Et en plus de ça, elles ont réalisé avec beaucoup plus de technicité leur exécution. Ouais, c'est pas que des qualités physiques telles qu'on les imagine habituellement. Il y a aussi un impact sur la performance motrice, sur la coordination, probablement sur l'éveil neuromoteur global, en fait, sur les capteurs proprioceptifs qui vont être plus sensibles dans cette période-là. Oui, on retrouve aussi ça dans la période de l'automne et de la progestérone d'une autre façon. Ça joue vraiment dans tous les aspects. Autant physique, neurologique que de la motivation. En fait, ça transforme que de l'alimentation aussi, des besoins nutritionnels. C'est quelque chose qui est assez global. Et plus cette phase augmente, plus la femme aussi va avoir de la testostérone. C'est à ce moment-là. Et comment on peut le savoir ? Il y a un autre signe qui n'est pas visible, mais qui est ressenti. Il y a beaucoup de choses qui sont ressenties. C'est la libido.
plus la femme va avoir de testostérone, plus elle va avoir de libido. Et c'est corrélé avec le moment où l'ovulation va se produire, l'été du cycle. Donc, printemps, ça monte progressivement. Exactement. Voilà, sur toute cette période-là. C'est aussi entre guillemets, l'avantage de cette approche, c'est que ça nous donne des zones de tir en termes de planification de contenu. On n'est pas obligé, à part pour la phase d'ovulation, qui est très très courte, on y reviendra tout à l'heure, mais où là, évidemment, on visera comme on peut. Si on peut avoir du bol et avoir la compétition ce jour-là, c'est tant mieux, mais évidemment, mais on a une montée en puissance tout au long du cycle qui dure plusieurs jours et qui nous permet quand même d'arriver à caler un vrai microcycle d'entraînement sur ces phases-là et de les viser. C'est sûr, je suis en train de réfléchir en même temps que tu parles. Après la longueur de cette phase-là, comme des autres, elle est dépendante de chaque femme. Oui. Pour ça, je me garde bien de citer un nombre de jours, mais voilà, à 2-3 jours près, on sait qu'on va être dans le rythme, ça va aller. Et le petit bémol, c'est pas vraiment un bémol, c'est que on arrive à l'ovulation, donc si ça te va, je fais la transition. Très bien, allons-y. Pour l'ovulation. On a des signes observables très clairs là, qui nous permettent de bien circonscrire cette période. Avant d'y passer juste une seconde, on va juste rappeler que dans cette période-là, on est dans une période effectivement de développement intense. C'est des moments où ça se prête bien à faire du HIIT, de la haute intensité. C'est des moments où on peut monter en charge sur soit du volume pour de la prise de masse musculaire, soit des charges lourdes. Ça se prête bien aussi à des charges lourdes, puisque le système neuromusculaire est particulièrement actif et de manière croissante au cours du cycle. Puis à ça répond évidemment une nécessité de charger un petit peu la machine en glucides, parce qu'il y a des besoins, il y a besoin d'énergie pour continuer à répondre à cette demande énergétique croissante. Donc voilà, juste pour qu'il y ait quelques guidelines sur cette période-là, effectivement, on bascule sur la saison d'après. On bascule sur la saison d'après, mais qui est la continuité. Puisque ce qui vient d'être entrepris tout au long du printemps, c'est justement pour préparer cet été. Comme au printemps, les arbres se chargent de fleurs pour permettre ensuite à la graine, au fruit de se développer. À l'ovulation, c'est en quelque sorte que le fruit est mûr et qu'il est temps d'être cueilli. Donc là, on peut le sentir quand on commence à s'observer, quand on commence à être sensible à ce qu'on peut vivre dans son corps. C'est vraiment le moment, donc tu l'as dit, c'est assez court. Aujourd'hui, on est incapable de dire précisément, sauf avec une échographie, quand est-ce qu'une femme ovule au jour près. Une prise de sang ne permet pas de dater précisément l'ovulation. On est vraiment sur une fenêtre de 48 heures. Et là, tu as des super pouvoirs. En fait, tu le remarques. Par exemple, tu participes à une réunion et là, d'un seul coup, tu es en réunion, tu vas dire quelque chose, tu prends pleinement ta place dans le monde. C'est vraiment ça, c'est le moment où c'est assez animal, c'est reptilien, c'est quelque chose de vraiment ancestral. C'est là où la femme va chercher, fait le pan, quoi, fait la roue, va chercher le géniteur, puisqu'elle ovule. C'est en nous. Et même si consciemment, c'est pas ce qu'on veut. Et donc, on prend beaucoup plus facilement sa place dans le monde et on va être beaucoup plus communicante et beaucoup plus reliée à l'extérieur. L'été, c'est quoi? C'est le soleil au zénith, c'est les fruits qui sont mûrs et toute la nature est à l'extérieur. Là, vraiment dans notre plein potentiel, une énergie est vraiment tournée vers l'extérieur. Et ça, on peut le sentir, même si on n'a pas fait attention. Parce que du jour au lendemain, notre humeur, notre énergie peut basculer. Et donc, en plus de se sentir vraiment bien, il y a quelque chose auquel il faut faire aussi très attention, au niveau de l'échauffement, par exemple, ou de la récupération, c'est que, d'une, nos muscles sont beaucoup plus... on a beaucoup plus d'élasticité, on est beaucoup plus souple, mais il n'y a pas que nos muscles. Il y a nos ligaments et nos tendons aussi qui vont profiter de ce collagène, de cette élasticité. Et on risque, à ce moment-là, beaucoup plus de blessures. Donc là, il faut vraiment, à ce moment-là, plus on est proche de la fin du printemps, plus on rentre dans l'été, plus il faut être très vigilante à l'échauffement
et à la montée en charge, par exemple. Période de blessure classique, effectivement. À plus forte raison, encore une fois, qu'on n'est pas certain de à quel moment l'ovulation arrive, mais effectivement, à ce moment-là, c'est très documenté. On sait que y a de la fragilité ligamentaire à ce moment-là, et même tendineuse. Donc, moment propice à des entorses de genoux, à des entorses toute articulation confondue, mais c'est vrai que la femme étant par nature déjà très exposée à l'entorse de genoux, c'est des moments où il faut faire d'autant plus attention que, comme le potentiel motivationnel et physique est décuplé, en plus de ça, on est sur des repères qui ne sont pas les nôtres. On a des pics de puissance qui vont être potentiellement transcendés. Or, la machine n'est pas forcément encore prête en fonction de ce qui a été fait avant dans l'entraînement. Donc, il faut être très, très prudent, effectivement, à ne pas faire trop d'excès de zèle dans ces moments de super pouvoir, parce que la machine a ses limites aussi. C'est ça. C'est là où je voulais en revenir dans mon deuxième point. C'est, j'aime bien Hulket. C'est qu'on a l'impression qu'on peut faire encore plus, alors que peut-être c'est une illusion. Comme c'est un bon exemple sur l'élasticité. Moi, je trouve ça assez dingue. Une prof de yoga du cycle qui me dit moi, c'est très simple. Je sais exactement quand j'ai ovulé parce que je perds toute ma souplesse du jour au lendemain. Et du coup, pour moi, c'est une vraie question. C'est est-ce que notre vraie élasticité, souplesse, c'est les œstrogènes? Est-ce que ça nous permet de monter plus ou est-ce que c'est une élasticité fictive et qu'il faut être assez vigilante et que notre vraie élasticité, c'est celle d'après? Tu vois, donc vraiment de faire ce qu'il faut, de trouver les justes curseurs, de ne pas pousser trop loin la machine parce que le risque de blessure, il est réel. Il est réel. Et ce n'est pas le seul moment. Tu me permets d'y repenser, on y reviendra au moment du syndrome. Enfin, si on a au moment de l'automne, s'il y a des syndromes et au moment des règles, c'est des moments où aussi il peut y avoir des blessures au niveau des ischios, au niveau des genoux, etc. Ouais. On peut peut-être basculer sur la saison suivante. Du coup, c'est une saison très courte, celle-ci, vous avez compris, qui est en fait la continuité du printemps. Finalement, ce qu'on va en retenir, c'est surtout de la vigilance, parce que le potentiel, c'est juste l'apothéose, l'apogée de ce qui se passe depuis déjà plusieurs jours, peut-être même plusieurs semaines. Et à ce moment-là, voilà, c'est le moment où il faut être le plus vigilant, parce qu'on est au top, mais on peut aussi se blesser assez rapidement. Et donc ensuite, là par contre, on va rentrer dans une toute nouvelle phase. Exactement. On n'est plus du tout dans la même énergie. Autant le printemps et l'été, on était vraiment dans une énergie tournée vers l'extérieur, dans tout ce que ça peut comporter. Autant là, une fois que l'ovulation est passée, le corps, lui, de l'extérieur, il s'en fiche total. Lui, ce qu'il veut, c'est préparer un potentiel nid. Parce qu'il n'a pas le temps d'attendre, de savoir si la femme va être fécondée ou pas. Même pour lui, c'est quelque chose de séparé. Dans le doute, il se prépare déjà à la nidation. Et donc, toute l'énergie du corps est utilisée à cette fin-là. Et du coup, c'est la phase progestative. Et c'est ce que moi, j'aime bien appeler l'automne. Et je trouve que ça marche hyper bien. Parce qu'est-ce qui se passe à l'automne? Eh bien, toutes les feuilles qui étaient sur les arbres tombent par terre et vont nourrir le sol avec le humus pour permettre de recréer un cycle prochainement et de nourrir la terre. Et dans le corps, c'est ce qui se passe. C'est que l'enveloppe qui contenait le follicule, il est recyclé en corps jaune, et c'est ce corps jaune qui va sécréter la progestérone. Et ça, c'est magnifique, je trouve, vraiment. Et là, donc, le corps est différent. Le corps donc, le métabolisme est différent, parce que pour faire tout ça, il va falloir y aller à fond et très vite. Donc, la femme va brûler en moyenne 200 calories supplémentaires par jour, ce qui est quand même remarquable. Donc au niveau de l'alimentation, ça a un impact. La progestérone, qui va être l'hormone dominante, ça va monter crescendo. On va retrouver aussi nos œstrogènes. Et toutes les deux, ces deux groupes d'hormones vont travailler en symbiose aussi. Et ça va être un temps différent. C'est pas un temps acheté à la poubelle. On peut aussi s'entraîner, on peut s'entraîner différemment. La progestérone va permettre de calmer, de relaxer le corps
permettre d'être plus cool, va nous permettre de travailler aussi de la proprioception, des réflexes, et de travailler sur des efforts plus longs, des efforts... Plutôt aérobie fondamentale. Exactement. Oui. Dont les effets adaptatifs sont précieux aussi. Hein. Souvent, aujourd'hui, on est dans une phase de mode de la haute intensité à tout prix. Bon, c'est comme ça, il y a des phases. Il ne faut pas oublier qu'il y a tout un tas d'adaptations centrales qu'on cherche à avoir sur de l'entraînement foncier, de l'épaisseur du ventricule gauche, l'épaisseur du myocarde au sens large, le volume d'éjection systolique, qui est d'ailleurs un point faible chez les féminines, d'ailleurs, puisqu'elles ont un plus petit cœur. Bon, le volume plasmatique, c'est tout un tas d'adaptations centrales qu'on va pouvoir aller chercher dans ces phases-là, qu'on va devoir aller chercher dans ces phases-là, plutôt que de rester borné sur le mode d'entraînement. Je pense au CrossFit, par exemple, qui va rester toujours sur de la très haute intensité fractionnée, quelle que soit la période. C'est peut-être le moment de sortir un tout petit peu du dogme de la maison mère et de dire peut-être que pour mes compétitrices qui s'entraînent vraiment régulièrement, à ce moment-là, c'est le moment de faire quelque chose d'autre, d'être plutôt sur de la mobilité, plutôt sur les adaptations fondamentales en endurance, plutôt sur les skills en haltérophilie, toutes les techniques d'entraînement. C'est une bonne période pour la technique à faible intensité. Je pense au judo, par exemple, en équipe de France de judo, on fait du 10x10 depuis la nuit des temps, du 10x5, pardon, depuis la nuit des temps, 10x10, c'est les vieilles méthodes de musculation. Depuis la nuit des temps, on va faire toujours le même rythme d'entraînement, tout le temps, en constant. Bon, évidemment, dans ces périodes-là, c'est peut-être des moments où on peut relâcher un petit peu plus le combat, travailler de manière plus longue sur des thématiques plus larges, moins dans l'opposition. Et c'est pas grave, on va progresser, mais différemment. Je pense qu'intuitivement, les féminines le sentent au fond d'elles. Qu'il y a des moments où on peut chercher plus fort, mais on va vite se fatiguer. Et attention, ça on n'en a pas parlé, parce qu'on est parti du cycle. Mais la femme a des qualités de récupération de manière générale qui sont différentes de celles des hommes. Bien sûr. Par exemple, on le voit, c'est documenté pour ce qui est de l'ultra-trail. Que la fatigabilité musculaire, que la reconstitution est différente parce que nos structures musculaires sont différentes aussi. Enfin, notre surface de fibres est différente. Déjà, les femmes ont une quantité, une proportion plus importante de fibres lentes. Ce qui les prédispose plus à des efforts d'endurance prolongés, plus à des efforts musculaires répétés et un peu moins à des efforts explosifs. C'est pas mieux ou moins bien. C'est différent. Exactement. C'est de la spécificité. Exactement. Et il y a d'autres spécificités, comme le fait d'avoir une capacité d'oxydation des lipides plus facile, et notamment durant cette période du cycle de l'automne, où effectivement la capacité à recruter et utiliser les lipides est plus importante et favorise l'effort d'endurance. Et donc dans cette phase-là, tu vois, si je suis un peu le raisonnement, intuitivement, la féminine va sentir que elle pourra peut-être moins envoyer, mais que là, elle peut durer plus longtemps. Et oui, elle va retourner dans sa zone de confort. Et c'est ce qu'il faut faire. Sa zone de confort physiologique, j'entends. Donc, armée de ses fibres lentes en masse et de son oxydation des lipides, ce qui est une bonne nouvelle à l'effort, mais une moins bonne hors des efforts, évidemment. À l'inverse, pendant la récup, elle a plutôt tendance à les stocker, pour toutes les raisons dont on parlait. C'est la raison pour laquelle, si en commentaire vous voulez nous dire oui, mais je ne comprends pas, du coup on devrait perdre plus de graisse plus rapidement. Malheureusement, il y a un vrai revers à la médaille, c'est que c'est l'oxydation à l'effort qui est optimisée. Mais ça veut dire que tout ça prédispose nos féminines à faire des efforts un peu plus longs. Et à l'inverse, quand on cherche à les entraîner pour qu'elles progressent sur de l'entraînement dur, en les sortant de la zone de confort, donc plutôt dans la phase printanière, là justement, il faudrait plutôt aller dans de l'anaérobie à haute intensité, dans des choses où on va challenger leur métabolisme. Mais tu vois, j'ai envie aussi de nuancer ça, parce que c'est super intéressant d'utiliser son cycle, d'aller dans le sens de ce que le corps est possible. Mais pour progresser, on est d'accord qu'il faut sortir de sa zone de confort. Il faut adapter le corps. Oui. Donc je pense que aussi, c'est important de mettre des entraînements à haute intensité
pendant cette phase de l'automne. Oui, on n'est pas obligé de couper complètement les ponts avec la spécificité, avec bien sûr. Néanmoins, si on reste de manière linéaire sur notre charge habituelle, on va être déçu. Oui. Après, tu vois, ça peut être 5 entraînements en force pendant le printemps et l'été, et puis passer en automne, descendre à 2-3. Ouais, c'est ça. Et rajouter... Réguler de la charge, et puis compenser, combler avec de l'aérobie, avec de la technique, avec du yoga, avec des pilates, des trucs plus basés sur d'autres qualités physiques. C'est vraiment hyper intéressant, parce qu'on n'est plus dans un macro-cycle, ça rajoute une donnée différente sur la progressivité de la charge, ou ce genre de choses, d'adapter en plus. Ouais. C'est hyper intéressant, je trouve. Ça crée de la contrainte et de l'adaptation, des fois sur une semaine. Moi, je vois que sur une semaine, quand on s'observe, on sait qu'on n'est pas des machines et qu'on ne va pas ovuler au jour 14, et que on peut, en fonction de notre état, comment on est, notre niveau de stress, on peut ovuler 1 ou 2 jours. Donc on va avoir 1 ou 2 jours supplémentaires, mais il faut être capable, tu vois, quasi au jour le jour, d'adapter, de se dire sur cette semaine-là. Ça y est, on bascule. On bascule. On bascule sur un peu comme la semaine A, semaine B au collège. On bascule, et sauf que là, si la semaine, il faut pas attendre le lundi, si on sent que la semaine B doit démarrer le mercredi, ça veut dire que la semaine A faisait 10 jours, et puis la semaine B, elle démarre en cours de semaine. C'est des cycles. Ou alors en début de semaine, tu sais que c'est par exemple la semaine où tu vas avoir tes règles. Tu sais pas exactement s'ils arrivent le mercredi ou le vendredi. Donc il faut être capable aussi de fluidité et d'adaptation, de dire tiens, cette séance-là, je sais que je la ferai tel jour quand ça arrive. C'est ça. Avoir finalement un peu des outils type des micro ou mésocycles, selon les saisons, qui finalement seraient déclenchés sans être certain à quelques jours près. Et tout serait prêt. Voilà, on a programmé le cycle. Par contre, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il commence. Et on ne sait pas non plus exactement quand est-ce qu'il finira. Mais en revanche, on a ce parcours d'entraînement ajusté d'avance qui est prêt. Et du coup, on a un mélange entre de l'adaptation et de la planification stricte. Et si je retourne, tu vois, pour qu'on comprenne pourquoi c'est important, si on retourne le problème dans l'autre sens, par exemple, une femme a un programme qui est tout fait, et on se dit au jour 14, elle va ovuler, donc au jour 14, après là, elle change vraiment, on va arrêter à la haute intensité. Mais non, finalement, elle a ovulé jour 16 et on a perdu 2 jours. Donc c'est vraiment, voilà, pour compléter ce que tu dis, c'est vraiment hyper important d'être dans l'individualisation. Le summum de l'individualisation. Vraiment, faut pas rester accroché. Je vois tellement d'entraîneurs qui restent accrochés à leur plan. Putain, on n'a pas fait les kilomètres, on n'a pas fait il faut finir, on finit ce cycle. C'est dommage parce que c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Je pense que on les fera différemment, les kilomètres, c'est pas grave. On va réguler la charge, et encore une fois, c'est des transitions teintées. C'est pas d'un seul coup on arrête toute la haute intensité, on fait plus que du fond. Ça peut, si on l'a prévu comme ça et qu'on a envie de faire un cycle à un moment donné où il n'y a que du fond et on va le précipiter parce que c'est le moment, ça peut. Mais c'est pas forcé. On peut avoir un équilibre simplement qui évolue au cours des saisons. Exactement. Peut-être la décharge, à un moment, elle arrive un peu plus tôt parce que c'est le moment où la féminine, elle est fatiguée, elle va avoir ses règles, ses règles. Et puis il y a peut-être des moments... dans d'autres phases où un jour de repos, il peut sauter parce qu'elle sent qu'elle peut monter encore, et que pourquoi pas repartir sur une semaine en montée en charge, et puis redescendre derrière, tu vois, au lieu d'être sur 3, monter à 4. À l'inverse, il faut pas non plus que, de mon point de vue, tu vas me dire ce que tu en penses, je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus, il faut pas non plus tomber dans le diktat des cycles. D'abord parce que des fois il y a des objectifs, je rejoins les vieux entraîneurs qui veulent pas se poser de questions, des fois il y a des objectifs à atteindre, à un moment donné il faut les faire, ok, il y a plein d'exemples. Et puis il y a le fait que on peut pas toujours synchroniser la récupération avec les phases où la femme a besoin de se reposer, et à l'inverse, l'adaptation
à l'entraînement, elle survient aussi lorsqu'on a les ressources pour créer de l'adaptation. Et si on programme toujours la récupération pendant les phases de règles, ou qui gravitent autour des phases de règles, probablement qu'on n'a pas le plein potentiel d'adaptation qu'on espère avoir non plus, parce que de toute façon, dans cette phase-là, la fatigue va être plus importante, l'inflammation, le stress, tout ça va être plus important, donc c'est peut-être pas le moment d'espérer obtenir un maximum de gains. J'aime bien les notions de nanocycle aussi. Alors, on va un peu plus dans la granularité, mais effectivement, surfer le printemps en y glissant des nanocycles de récup pour quand même récupérer quelques fruits de notre effort en cours de route, ça peut être intelligent. Et c'est là que ça devient hyper intéressant pour un chef de projet d'entraînement, parce que du coup, il va synchroniser ces deux exercices méthodologiques l'un sur l'autre de planification pour chercher à prendre les meilleures décisions possibles. Oui, puis comme tu dis, on n'est pas à l'abri que la compétition elle tombe le premier jour des règles. Bien sûr. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en entraînement? On teste tout. Si on ne teste pas ce qui se passe... Dans ce cas de figure-là, on ne sera jamais prêt. Tu ne seras jamais prêt. Oui. Donc malheureusement, on ne peut pas passer à côté de ça, on ne peut pas faire autrement, donc il faut aussi s'entraîner. On ne peut pas pêcher par déni, à un moment donné. C'est un truc à si tester, les Jeux Olympiques, c'est en plein pendant les règles, alors, parfois on peut l'esquiver pour une raison de qualification. Hein. J'ai plein de cas de figure en tête où on avait le choix entre 2 ou 3 tournois à 3 semaines d'écart les uns des autres, et avec des points à aller chercher pour une qualification mondiale ou olympique. Bon, là, effectivement... c'est hyper intéressant d'avoir le choix et de pouvoir... Programmons au printemps, si c'est possible. Voilà. Et si on visait à peu près pour que ce soit un moment où... Voire en plein été, alors là, c'est fantastique. Mais si, en revanche, j'ai plus d'enjeux autres que ça, il faut se préparer à effectivement être confronté à la compétition en phase de règles ou en phase prémenstruelle. Moi, je fais du triathlon. Par exemple, la nutrition, il faut la travailler à l'entraînement. Parce que si tu travailles que le jour de la course, forcément, ça va mal se passer. Ouais. Ça surprend. Et donc, il faut se préparer à tous les cas de figure. Et donc, je te rejoins complètement. Et je suis d'accord avec toi qu'il faut créer des adaptations, peu importe les moments. Et on va en parler. Il y a des femmes qui ont des beaux moments pendant leurs règles aussi, qui vont pouvoir s'entraîner... Il y a ce qu'on préconise aussi, il y a ce qu'elles sont capables de faire. Donc, on va peut-être terminer sur l'automne, parce que je m'emballe. Ouais. Est-ce qu'on a tout dit sur l'automne ? Les besoins nutritionnels, macronutritionnels aussi, sont différents. On a parlé des adaptations, de ce qui pouvait se passer. Et là, on peut introduire aussi, non pas que ce soit une obligation, non pas que ce soit nécessaire ou normal, mais il y a beaucoup de femmes, on commence à en parler, qui vont souffrir, non pas pendant leurs règles, mais avant leurs règles. Ouais. Alors certaines ont de la chance, encore une fois c'est ironique, mais peuvent souffrir pendant les 10 jours avant leurs règles. À partir du moment où elles ont ovulé, qu'elles passent en période d'automne, jusqu'au moment où elles vont avoir leurs règles, elles vont souffrir, et au moment où elles vont avoir leurs règles, gros soulagement. Donc... ces femmes-là, c'est compliqué de leur dire c'est un moment où tu peux aussi apprendre sur toi, tu peux progresser, performer sur d'autres aspects. En ultra-endurance, pourquoi pas performer pendant cette période. Mais elles ont tellement de symptômes que ça cache les bénéfices de leurs hormones. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que donc ces symptômes qui sont les symptômes qu'on va... l'acronyme, c'est SPM, le syndrome prémenstruel. On va faire comme si ça faisait partie du cycle, mais non, ce sont des symptômes qui sont dus à des dérèglements hormonaux. C'est-à-dire que les femmes vont avoir une période œstrogénique du printemps très 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 longue et une période progestative, une période de l'automne très courte. Et pour avoir un corps qui fonctionne bien, pour être en bonne santé, il faut avoir des phases de durée et de sécrétion hormonale à peu près équivalentes. Parce que ces deux groupes d'hormones qui sont nos super héroïnes, je l'ai dit tout à l'heure, elles travaillent en synergie, elles ont des pouvoirs antagonistes, mais elles vont travailler sur tout le corps. Pour schématiser, les œstrogènes vont avoir un effet un peu de prolifération cellulaire,
c'est ce qu'on retrouve dans l'utérus. Elles vont permettre à la muqueuse de se reconstruire. Elles vont, peut-être qu'on peut le voir, on va avoir les ongles qui vont pousser plus ou les cheveux qui vont pousser plus pendant cette période. Elles ont des capteurs sur toutes les cellules, donc elles interviennent partout. Et la progestérone va stabiliser, va permettre de maturer. Par exemple, si je reviens à l'utérus, celles qui vont gorger toute la muqueuse des bonnes choses que l'embryon, si embryon aura besoin pour s'implanter. Et donc, les deux hormones sont hyper importantes. Voilà, de manière générale, elles sont hyper importantes pour la densité osseuse, pour la prise de masse musculaire, pour la santé cardiovasculaire, pour le développement du cerveau. Enfin, je peux vous citer tout, en fait, puisque c'est le cas pour tout. Tout est lié. Et donc, si une femme n'a pas cette balance, cette belle harmonie entre les hormones, elle va... Voilà, j'en parle, mais j'en parle pas. Les symptômes, c'est quoi? Ça peut aller de ballonnement, troubles digestifs, de rétention d'eau, de maux de crâne, de douleurs au sein. Enfin, le package, il est énorme. Et des fois, je suis gentille, dans de nombreux cas, on fait pas le lien. On fait pas le lien entre un transit qui est bouleversé, qui nous fait mal, et notre cycle. Surtout dans cette période progestative où si on ne prend pas notre température, ça c'est un autre signe qu'on peut observer, on ne voit pas forcément ce qui se passe. On le sent, peut-être dans l'humeur, qu'on est moins disponible, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent en nous qu'on va être beaucoup plus sensible, intuitive, mais on va être beaucoup moins réceptive à l'extérieur. On va peut-être être un petit peu irritable. Non. Pas du tout. Si c'est plus, c'est qu'il y a un souci. Ça fait partie de la liste des symptômes du package. Et donc, ça, c'est pour expliquer de manière générale. Et si on ramène ça dans l'univers de l'entraînement et du sport, un peu avant les règles, il y a des femmes qui vont vraiment beaucoup souffrir. Il y a des femmes qui peuvent avoir des douleurs même au dos. Et ça va créer une espèce de... Le corps va se réadapter à cette douleur et ça crée des modifications de posture. Il y a un entraîneur de football qui a remarqué que ces féminines, elles se blessaient plus juste avant leurs règles ou au moment des règles parce qu'avec la douleur, souvent les femmes elles ont très mal au dos, et il y avait un penchement, il y avait quelque chose qui se faisait au niveau de la rotation du bassin et elles risquaient aussi beaucoup plus de blessures. Il y a une étude qui a montré et moi j'en ai souffert, j'ai encore mal, c'était il y a 6 mois, mais de plus de déchirements, de déchirures au niveau des ischios à cette période-là. Donc encore une fois, tu vois, c'est à prendre en compte avec un échauffement particulier, un travail de posture. Sur ces profils-là, éviter les courses en descente avec beaucoup de freinage sur les ischio-jambiers, les changements de direction intenses. Beaucoup plus préparé. Et c'est ça qui est aussi intéressant. Si tu vois dans les clubs, par exemple un club d'athlètes, on va faire un échauffement tous ensemble. Il y a peut-être quelque chose à adapter, d'aller travailler à ce moment-là, plus les ischios. Il y a peut-être d'autres moments où il faut aller travailler plus les genoux, plus les épaules, j'en sais rien, mais en fonction des spécificités, tu vois, des rotations du bassin, en fonction du sport, du moment du cycle, il y a tout à construire. Et c'est sans doute le moment où il y a le plus de différence, ce que je n'ai pas de science pour ça, ce que j'observe sur mes athlètes, c'est le moment où il y a le plus de différences interindividuelles, quoi. Et dans l'intensité, et dans les symptômes, et dans la durée. Que ce soit d'ailleurs des symptômes physiques ou psychologiques, on n'a finalement pas du tout les mêmes impacts. Donc, en fait, c'est le moment où il faut échanger beaucoup. Ouais, et si je peux rajouter une strate supplémentaire, c'est que ces symptômes, ils ne sont pas obligatoires, ils ne sont pas normaux, et il y a des façons d'aller les travailler, d'améliorer, voire de les faire disparaître. En allant voir déjà son cycle, les différentes phases. Ça fait un peu magie, hein. Mais juste en mettant du sens sur ce qu'on vit, ça enlève du stress. Et la progestérone... On est moins en train de subir de manière un peu aveugle. Ouais. C'est ça. Tu mets du sens, tu mets de la conscience. Et tu dis, waouh, en fait, il y a un temps pour tout, comme dans la nature. Et ça, je peux en profiter. Ça, je peux être plus forte juste en profitant de mes spécificités. Rien que ça, tu vois, ça booste mentalement. Tu as envie d'aller voir. Ça peut changer la donne. Il y a
en allant travailler l'alimentation, en allant travailler le stress, enfin, la récupération. Il y a, tu vois, les douches froides, enfin, ça peut aider à ce moment-là. Le froid, des bains dérivatifs, ça peut aider aussi à remettre de la circulation. La respiration. La respiration. Cohérence cardiaque. Ouais, la cohérence cardiaque. Outil magique. Et en fait, ce qui se passe c'est que soit la femme n'a pas assez de progestérone, c'est souvent lié au stress chronique. Et ce qui peut se passer aussi, c'est qu'en fait, les œstrogènes usagés, ceux du printemps, sont restés bloqués et du coup vont engluer un peu des parties du corps et vont empêcher la progestérone de se poser. Donc de remettre du mouvement aussi, des massages, se masser soi-même. Je reparle des bains dérivatifs, mais ça aide aussi beaucoup pour éliminer ces œstrogènes. C'est vrai, l'automassage dans cette période-là est sous-coté aussi. Ouais. Il y a des femmes aussi, tu vois, ça va énormément les gêner, elles vont voir des douleurs à la poitrine. Tu parlais du crossfit, un exercice de crossfit où tu dois ramper par terre, c'est super complexe. Des sauts. Les sauts, ouais. La corde à sauter. Tous les exercices d'haltérophilie avec proximité de la barre. Sport de combat, ouais, les impacts, carrément, bien sûr. Et en fait, certaines femmes, elles sont tellement compressées à cet endroit-là. Enfin, il y a des glandes, les hormones, elles se stockent dans les glandes sous les bras, au niveau de l'aine, qu'en fait, elles ont très très mal. Et de juste se masser, ça permet aussi de circuler, permettre à la lymphe de circuler. Et ça peut, rien que ça, on n'est même plus au niveau de la gêne. Hein. Pour certaines femmes, moi j'ai déjà entendu certaines femmes me dire quand c'est ce moment-là, moi je ne peux pas courir en fait. Ça me fait trop mal. Après, on peut parler du port des brassières et aujourd'hui, comment les brassières répondent à ces problèmes-là. Hein. Il y a, je crois, 46% des athlètes, que ce soit au niveau au niveau loisir. Ou au niveau loisir, ouais, qui souffrent de la poitrine en courant, donc c'est quand même énorme. C'est 55% qui souffrent en faisant leur sport, c'est énorme. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire de façon naturelle, parce que ces symptômes, ils sont pas obligatoires, ils sont pas souhaitables. C'est pas souhaitable qu'une femme, en moyenne, c'est 2 à 3 jours par cycle où elle est gênée. C'est pas acceptable, en fait. Non. Et on l'a vu, ces douleurs du cycle, elles sont problématiques parce qu'elles éloignent encore plus du terrain, parce qu'une blessure physique, aujourd'hui, c'est beaucoup plus documenté. On sort, tu vois, tu te fais mal, tu sors quelques semaines, tu fais ce qu'il faut, de la kiné, tu es bien accompagné. Ces douleurs du cycle, elles sont chroniques. Des fois, on ne fait pas du tout le lien entre les douleurs de dos ou des douleurs à l'estomac. Et ça revient. Et ça éloigne, tu vois, imagine, tu fais le calcul, 2-3 jours par cycle pour une sportive de haut niveau. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. À l'échelle d'une saison, d'une Olympiade, d'une carrière, t'imagines, tout cumulé. Bon, il nous reste une saison. Il nous reste une saison. Il nous reste une saison. L'hiver, ça marche aussi super bien, cette comparaison avec la nature. C'est qu'en fait, qu'est-ce qui se passe si l'embryon n'a pas été fécondé, s'il ne s'est pas déplacé dans l'utérus pour commencer sa nidation? Le corps ne reçoit pas de message, le cerveau là-haut. Ah, pas de message. Bon, il n'y a rien qui se passe. Ok, c'est bon, on balance le grand nettoyage pour pouvoir recommencer un cycle. Donc c'est bien aussi qu'on termine ce cycle par l'hiver, parce qu'en fait, les règles, c'est pas ce qui prédomine le cycle, c'est l'ovulation qui génère tout. Et là, on voit que c'est vraiment la fin, ce qui permet de dire, si tout ça a eu lieu avant, si je suis en bonne santé, mes règles vont se déclencher. Et c'est une façon de se régénérer, il faut voir le positif, et de recréer quelque chose. C'est un renouveau à chaque cycle. Et on peut aussi... Voilà, c'est les règles. Qu'est-ce que je fais ? Je fais le bilan sur tout ce qui vient de se passer. Comment je me suis entraînée ? Qu'est-ce qui a été ? Qu'est-ce qui n'a pas été ? Est-ce que mes douleurs sont atténuées ? Si je fais ci, qu'est-ce qui se passe ? Si je fais ça ? C'est super chouette de se dire qu'en fait, on n'a pas besoin de créer des points, On peut créer bien sûr des jalons avec son entraîneur pour faire des points, mais déjà à chaque cycle, on peut faire si on a envie, un bilan. Un mini-bilan. Ouais, mini-bilan. Un mini-bilan d'étapes, et ça permet de rationaliser les choses, de prendre le temps de s'observer. C'est un moment qu'on passe avec soi-même. Ben oui, c'est vraiment un moment où il se passe des choses, ça peut être très compliqué.
C'est un moment où on est beaucoup plus connecté à son corps, on est beaucoup plus intuitif, on va avoir besoin sûrement de plus de sommeil. Ce qui se passe dans le corps, c'est que d'un seul coup, il n'y a plus d'hormones qui dominent, il n'y a plus d'œstrogène, il n'y a plus de progestérone, et le corps, il est bon, ok, on lance. Et ce qui va se passer, c'est pas un tuyau qu'on ouvre et les règles vont s'écouler, les menstruations, la muqueuse utérine superficielle va s'écouler, mais c'est des contractions de l'utérus qui vont permettre d'expulser le sang. Donc c'est pas quelque chose qui se fait en un coup, c'est quelque chose qui se fait par contraction et qui va nécessiter, encore une fois, des besoins nutritionnels et macronutritionnels différents. Ce qu'il faut imaginer, c'est comme un énorme mollet qui se contracte. Donc voilà, pour éviter des crampes douloureuses, il va nous falloir du magnésium, il va nous falloir aussi des oméga 3 pour calmer les douleurs qu'on peut ressentir. Et attention, là c'est vraiment hyper intéressant de dire que chacune est différente, chacune va avoir des sensations et des envies différentes. Il y a des femmes qui vont dire bah moi ce jour-là, c'est vrai que c'est difficile d'y aller, mais une fois que je me suis entraînée, je suis vraiment très contente parce qu'en fait en m'entraînant, j'ai libéré de la dopamine, j'ai libéré des endorphines et je me sens hyper bien. Ça a calmé mes douleurs. Il y a des femmes qui vont faire de la basse intensité, qui vont faire du yoga, qui vont remettre la mobilité dans le bassin. Et ça va leur faire beaucoup de bien. Et il y a aussi des femmes qui ont de la testostérone à ce moment-là et qui, elles, vont avoir besoin ou qui vont s'entraîner à fond et elles vont avoir des résultats. Elles vont faire des belles performances. Après, attention, s'entraîner à haute intensité, ça crée aussi de l'inflammation et ça peut remonter en charge les douleurs menstruelles. Auxquelles elles ne sont pas toutes exposées de la même manière non plus. Donc encore une fois, de l'individualisation. On a des tendances. Plus que jamais, il n'est jamais bon de généraliser, mais oui, il nous faut quand même des lignes, des repères. Et à partir de ces repères-là, on s'autorise à faire bouger les lignes pour chacune des sportives. C'est ça. Et encore une fois, souffrir de son cycle, c'est pas normal. Si, par exemple, on va utiliser l'échelle de douleur qui va de 1 à 10, si on ressent des douleurs supérieures à 4, c'est qu'il y a une problématique, il y a quelque chose à aller explorer, un dérèglement, des besoins macronutritionnels ou d'autres choses, prendre soin de soi, qui vont permettre d'alléger les douleurs. Et il y a aussi des femmes qui peuvent avoir des syndromes, des symptômes dont je parle dans le livre, et aussi adapter son entraînement en fonction de ça. Et d'aller s'explorer, ça peut permettre aussi de résoudre certains symptômes, en tout cas de les soulager. Écoute, vraiment hyper intéressant. Je pense que c'est une très bonne manière d'appréhender les choses, ce qui permet d'objectiver un petit peu, de mieux se connaître, de mieux connaître les athlètes dont on a la charge quand on est coach, puis de peu à peu monter en compétence sur son propre cycle et peu à peu ajuster. Encore une fois, c'est pareil, je pense qu'il ne faut surtout pas écouter cet épisode, acheter le livre ou la formation et se dire « Ok, ça y est, je mets en place le protocole immédiat, ultime ». Ne tombez pas dans ce piège, c'est plus compliqué que ça. Vous allez avoir des clés que vous allez tester, sur lesquelles vous allez communiquer, échanger, discuter. Et puis, on va mettre en place une clé, puis 2, puis 3. On va les stabiliser les unes au fur et à mesure. Et on va en fait monter en compétence sur la maîtrise de la charge, la maîtrise du cycle, la maîtrise de la supplémentation alimentaire, dont on a un tout petit peu parlé, mais qui est au cœur de tout aussi, surtout sur la phase hivernale et pré-hivernale, où là, on va avoir des besoins, pareils, individuels. Il va falloir tester, et le curseur, il n'est pas facile à placer. Et on a le temps, on va peut-être faire ça sur 1, 2, 3 saisons. Et puis, sur une Olympiade, au final, ça nous laisse quand même le temps de bien installer des protocoles sans compromettre l'agilité. Oui. Il y a d'autres sujets aussi, on n'a pas parlé, mais les besoins hydriques qui sont différents. Ils sont différents d'une femme, liés à l'hyperthermie aussi, ouais, voilà, gestion. Ouais. Et après, moi, je trouve que c'est intéressant de se dire que c'est une co-création. Le coach, la coach pourra rien faire si la femme va pas elle-même voir à l'intérieur. Ouais. Se responsabiliser en tant qu'athlète dans son corps, dans ses ressentis, ça peut être compliqué, mais c'est une étape qui est primordiale. Et tu l'as dit, c'est l'expérience qui va faire que ça va être de plus en plus fluide. La femme aura plus besoin
de s'observer vraiment au jour le jour. Elle saura où elle en est dans ses phases et elle se connaîtra mieux. Elle sera capable aussi d'elle-même de donner des clés. Voilà, une co-création vraiment. C'est ça qui est hyper intéressant. Et qui met plus de liens, plus d'humains entre les personnes. Ça, c'est vraiment chouette. Ouais, je pense que ça amène plus de connaissances bien au-delà du cycle. Oui. La relation entraîneur-entraîné va en sortir grandie et on va maîtriser mieux l'application des contenus spécifiquement à une personne en réalité. Ce cycle peut être vu comme une opportunité de mieux se connaître et de mieux connaître les athlètes. C'est exactement ça. Et c'est bien de voir ça comme une opportunité, comme tu le dis, comme une variable, un paramètre de l'entraînement supplémentaire et pas une charge qu'il va falloir s'infliger. Voilà, il y a des femmes qui n'ont pas envie non plus d'expérimenter, il y a des femmes qui ont une contraception hormonale et qui ne vont pas avoir des cycles, mais vont avoir des problématiques aussi différentes. Et il ne faut pas que ça devienne une charge mentale supplémentaire, une contrainte, mais vraiment le voir comme, tu le dis, un point d'aspect d'amélioration de connaissances et d'amélioration des qualités et de la performance. Ce sera le mot de la fin parce qu'évidemment, il y en a plus de 300 pages. Hein. C'est un bel ouvrage, très très riche. Je vous le présente à l'écran une bonne fois pour toutes. Allez le lire si vous voulez un petit peu plus d'éléments. Émilie Rimbert. Et par ailleurs, si vous avez envie de nous soutenir, que vous avez aimé cet épisode, partagez-le, likez, commentez. Et d'ailleurs, on sera là avec Émilie pour répondre à vos questions autant que faire se peut. Avec grand plaisir. Donc, on est tous les deux passionnés et on a envie de partager. Donc, vraiment, posez vos questions, interagissez en commentaire. Ça aide la vidéo, mais je pense que ça nous fera plaisir d'échanger avec vous et d'approfondir un petit peu sur ces thématiques-là. Émilie, écoute, c'était super de t'avoir. Tu reviens vraiment quand tu veux. Merci, avec grand plaisir. N'attends pas le prochain bouquin pour revenir parce que c'est quand même une expérience de vie. Oui, c'est ça. Et puis, je vous remercie tous pour votre fidélité et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Merci beaucoup, au revoir.